Hello, bienvenue dans le podcast Ce nid qui fait grandir. Je suis Marina, psychomotricienne formée pour accompagner les bébés, les enfants et leurs parents. L'ensemble de mon travail est tourné vers la famille tout entière, ce nid dans lequel vous, nous, parents, avons accueilli un ou plusieurs enfants. Dans ce podcast, c'est votre histoire que j'ai à cœur de mettre en avant. Elles sont toutes importantes et uniques, il ne suffit que de la partager pour s'en rendre compte. Bonjour Tiffany, bienvenue, merci de venir dans le podcast Ce nid qui fait grandir. Je te laisse te présenter. Bonjour Marina, donc moi c'est Tiffany, je suis sage-femme libérale et je suis maman de 2 enfants, 2 filles qui ont 12 ans et 9 ans et demi. Ah tu vois, je ne savais même pas qu'elles étaient aussi grandes. D'accord. Donc tu es sage-femme libérale depuis combien de temps ? Eh bien ça fait... Ou sage-femme tout court, depuis combien de temps ? Alors je suis sage-femme depuis 2009, donc j'ai travaillé pendant 12 ans à l'hôpital, dans un niveau 3, donc on voit toutes les complications possibles et imaginables. Ouais. Et puis, justement, c'est après la naissance de ma 2e fille que le rythme était quand même très soutenu à l'hôpital. Et surtout, tu travaillais en 12 heures, non ? C'était oui, comment ? Ouais, c'était des 12 heures et c'était une alternance jour-nuit, les week-ends, les fériés, les fêtes, voilà. Et en fait, le rythme était très intense. On faisait à peu près 5000 accouchements par an, pour donner une idée. Donc c'est une grosse maternité. Ouais. Et au bout d'un moment, en fait, je m'y retrouvais plus parce que j'avais pas, dans mon rôle de sage-femme, j'avais pas assez de temps à donner aux patientes. Ok. Donc ça veut dire, je te coupe pour comprendre un peu, ça veut dire que dès que tu as eu ton diplôme, tu as été dans cet établissement-là jusqu'au moment où, après ton 2e enfant, tu t'es dit je veux changer. C'est ça. Tu n'as pas changé d'établissement. Non. Ok. Ouais, donc tu avais déjà... Oui, tu avais bien vu ce que c'était, l'expérience du monde hospitalier, etc. Okay. Voilà. Et donc, je me suis dit, si je m'y retrouve plus même auprès des patientes et je fais pas mon travail comme je veux, et du coup, quand je rentre à la maison, je suis fatiguée, et les jours où j'étais de garde, en fait, je voyais pas du tout mes enfants. Ouais. Parce que je partais le matin, tout le monde était au lit, et je rentrais le soir, tout le monde était au lit. Donc, je me suis dit, ça va pas, faut que je trouve autre chose. Et ça, c'était il y a combien de temps alors ? Et ça, du coup, c'était 2020. 2020, donc il y a 6 ans. Ouais, un peu moins. Non, parce qu'elle est née en 2015. Elle est née en décembre 2015. Et c'est en 2016, sur 2016, quand j'ai repris. C'est là où j'ai commencé à me dire... ce serait... Ouais, c'est dur. Voilà. Et donc, j'avais plein de collègues qui faisaient des bilans de compétences. Je me suis dit, peut-être je vais faire ça. Peut-être il faut que je me réoriente. Et en fait, je me suis dit, non, mais en fait, je ne me vois pas faire autre chose que sage-femme. C'est vraiment le métier que j'aime et j'ai envie de faire ça. Je ne me vois pas faire autre chose. Donc, tu n'as pas fait de bilan de compétences ? J'ai pas fait de bilan de compétences. Tu t'es arrêtée à la réflexion de est-ce que je vais en faire un pour te dire, non, c'est sûr que c'est ça que je veux faire. Ouais, okay. C'est ça. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas plutôt partir sur le libéral, où je vais choisir mes horaires, où je vais choisir le temps que j'accorde à mes patientes, et donc pouvoir suivre les femmes correctement. Donc j'ai refait un diplôme universitaire en gynécologie pour pouvoir assurer aussi le suivi gynéco. Ok, par contre on est d'accord, sinon même sans ça tu peux t'installer quand même en tant que sage-femme en libéral, tu n'as pas besoin de diplôme en plus. Non, ça fait partie de la formation de base, mais moi comme ça faisait 10 ans que j'étais diplômée, j'en avais jamais fait, à l'hôpital on n'en fait pas, donc je me sentais pas très légitime de faire de la gynéco comme ça, donc j'ai refait un DU. Et après c'était difficile parce que ça voulait dire qu'il fallait quitter l'hôpital, il y avait quand même la sécurité de l'emploi. Ouais. Donc j'ai mis du temps à me dire fonction publique. Donc tu as pris une dispo ou tu as tout arrêté En fait, ce qui m'a motivée à changer, et comme je pense beaucoup de gens, ça a été le Covid, le confinement. Ouais. Parce qu'à cette époque-là, en plus, j'avais ma sœur qui était en région parisienne, donc qui était assez loin finalement. Loin. On était à 2 heures de route, on va dire. Et puis eux, ils en ont eu marre aussi, ils ont déménagé, ils sont arrivés en Loire-Atlantique. Ah, ok. Et là, pour le coup, c'était loin de chez nous. Dans ce temps-là, elle a eu une fille qu'elle a allaitée. Et ça a été très compliqué au départ. Et comme on était loin, confinement, tout ça, le temps que j'arrive chez elle, la petite, elle avait déjà 10 jours. Et c'était foutu. Elle lui avait fait tellement mal qu'en fait, elle avait arrêté, elle était passée au tire-lait. Alors j'avais donné des conseils, c'était guéri. Et elle n'avait pas eu d'accompagnement, elle ? Non, pas tellement. Non. Pas plus qu'à la maternité. Donc à cause du Covid, tu penses ou personne lui a... Non, puis elle n'a pas demandé, elle s'est pas saisie. Oui, puis elle ne savait pas en fait, tout simplement. Voilà. Elle pouvait demander de l'aide.
Et donc du coup, quand je l'ai vu, ses seins étaient guéris. Et j'ai dit, est-ce que, comme je suis là, tu veux que je t'aide? On réessaie les mises au sein, on revoit ensemble. Et en fait, elle appréhendait tellement, parce qu'elle a eu tellement mal, qu'elle m'a dit, non, en fait, le simple fait de me dire, je vais la remettre au sein, elle dit, je peux pas, c'est viscéral, je peux pas. Ouais. Donc je me suis dit, mince, si j'avais été là plus tôt, j'aurais pu l'aider, l'accompagner mieux. Je l'ai fait avec d'autres femmes, avec ma propre sœur, j'ai pas pu. Donc c'est ça qui m'a un peu motivée à me dire, là qu'ils sont partis encore plus loin, je me suis dit, non, en fait, moi je veux avoir des liens avec ma sœur, avec mes neveux et nièces. Et du coup, c'est ça qui m'a motivée à me dire, allez, je cherche en libéral, du coup, en Loire-Atlantique. De toute façon, c'était notre projet depuis le début de s'installer là. Mais bon, j'ai pas trouvé du travail là au départ. Donc, ok. Mais ça, c'est intéressant. Ça veut dire que cet accompagnement-là en postpartum, c'est quelque chose que de toute façon, tu faisais pas à l'hôpital. Si. Donc, ça veut dire que les femmes, après, elles revenaient à l'hôpital? Non, voilà, je le faisais pendant quelques jours c'est ça. À la maternité. Et finalement, là, tu as vu aussi, même si je pense que tu le savais déjà, l'intérêt du après. Mais tu as vu à quel point c'était important d'être là vite. Ouais. En fait, c'est là que j'ai découvert. Ah oui. Parce que moi, j'ai allaité mes 2 filles. Ça s'est très bien passé les 2. J'ai jamais eu aucun souci. Donc moi, la vision que j'avais de l'hôpital de l'allaitement, par exemple, c'était... au début, c'est un peu dur. Faut le temps de prendre le rythme, les positions. Faut que la montée de lait se fasse. Un peu comment et une fois que c'est lancé, que les bébés ont grossi, elles sortent de la maternité, c'est bon, ça roule. Oui. C'est la vision que j'avais. C'est intéressant. Comme si... presque il y avait un monde à l'hôpital, et puis après, le monde de l'hôpital, ça allait fonctionner. Voilà. Alors qu'en plus, on sait très bien qu'à l'hôpital, on est quand même, je pense que ça pourrait être un autre débat, mais chouchouté dans le sens où on nous amène quand même des repas, les draps sont changés, s'il y a besoin, il y a quelqu'un. C'est pour ça que je ne veux pas non plus faire une généralité, parce qu'il y a je pense qu'il y a des personnes qui n'ont pas du tout vécu ça dans les hôpitaux aussi, voilà. Mais normalement, ça devrait être comme ça, alors qu'une fois qu'on arrive à la maison, il n'y a personne qui nous fait nos petits repas, c'est-à-dire que c'est une organisation familiale... différente, donc être plus tranquille pour donner le sein, voilà, ça peut être plus dur. Tout à fait. Donc voilà, c'est là que j'ai pris conscience que après l'hôpital, en fait, ça roulait pas forcément. Mais c'est trop intéressant. Alors que pourtant, dans vos études, on n'en parle pas de ça. Du après, de l'importance du après. Peut-être qu'on en parle plus maintenant, mais moi, diplômée en 2009, non. Il y avait très peu de sages-femmes libérales à l'époque. Ah, ok. Ça s'est développé au cours des années. Ouais, donc ça veut dire que les femmes, après, si elles avaient des difficultés ou des choses en particulier, il fallait qu'elles reviennent à l'hôpital où elles ont accouché, ou avec leur médecin. Elles voyaient leur médecin, qui n'était pas forcément pro-allaitement, donc ça capotait vite en fait. Oui, à l'époque c'était... Oui. Ok. Voilà. Et donc tu as cherché. Donc du coup, j'ai cherché, et puis j'ai trouvé pile une annonce, une sage-femme qui cherchait une collaboratrice en libéral, donc je me suis dit, super... pile à l'endroit où je voulais. Go. Tout ce qu'elle faisait qu'elle proposait comme accompagnement, ça correspondait exactement à ce que j'avais envie de faire. Donc j'y suis allée, je l'ai rencontrée, ça s'est super bien passé, et du coup j'ai posé ma dispo à l'hôpital. Okay. Et en 4 mois, on avait vendu la maison, on était partis, réinstallés en Loire-Atlantique. Et voilà, go, nouvelle vie. Super. Donc un peu de stress au départ. Oui, je dis super, mais c'est vrai que tu sais que les choses, on parlait il n'y a pas longtemps, les choses qui peuvent entraîner le plus de stress, c'est les déménagements, les naissances et les décès. Donc un déménagement, un changement de vie comme ça, oui, voilà. Ça n'a rien. Et donc arrivé là, après, j'ai dû me réadapter, le rythme était différent. Donc c'est vrai que j'avais plus les gardes de 12 heures. Mais déjà le rythme de vie. Oui, le rythme de vie. Parce que les gardes de 12 heures, c'était difficile, mais j'avais des journées de repos complètes en semaine. Donc moi, je faisais mon ménage, mes courses, je cuisinais énormément. Ouais. Je n'achetais quasiment pas de goûter, je faisais ma brioche maison, je cuisinais beaucoup. Et là, je me suis retrouvée à faire comme tout le monde en fait, à travailler toute la semaine. Alors, moins grosse amplitude horaire, mais tous les jours. Donc j'avais moins de temps en fait pour tous ces petits trucs à côté, et moins de temps aussi pour moi toute seule. Ouais. Oui, parce qu'en effet, quand tu as des jours off en pleine semaine, tu es seule à la maison, voilà. Même si des fois tu t'obliges un peu à faire le ménage, le truc, si tu as envie de prendre un temps pour toi, tu peux quoi. C'est ça. Ok. Voilà. Surtout qu'en plus, quand j'ai commencé ce rythme-là, mon mari, lui, il avait trouvé du travail, mais il était en déplacement, donc il partait à la semaine. Donc en fait, je gérais toute seule tout. Et toi, tu travaillais toute la semaine, c'est-à-dire que c'était un poste de collaboratrice, mais c'est pas pour compléter une semaine, c'était en plus un temps plein. Alors non, on se partageait les journées en fait entre domicile et cabinet. Ok. Et je travaillais... Ah oui, donc quand il y en a une qui était au cabinet, l'autre elle était plutôt au domicile. C'est ça. Okay. Et j'avais le mardi en repos, mais je travaillais tous les autres jours, y compris le samedi matin. Ouais. Donc c'était un peu raide.
Donc j'ai fait ça pendant 1 an, et puis après j'ai eu l'opportunité de reprendre un cabinet à moi, et là j'ai fait mes horaires. Ouais. Voilà. Et là c'était mieux. Ouais. Ouais, c'est ça. Je fais quand même une belle amplitude horaire, mais je fais 3 jours et demi à fond, et le reste du temps c'est s'il y a besoin. Est-ce que, tu sais, souvent on parle par rapport à la charge mentale, tu vois, et donc là ton mari, est-ce qu'il est encore, ton conjoint, est-ce qu'il est encore en déplacement toute la semaine? Non, maintenant il a changé, il est là maintenant. Ok, parce que c'est ça aussi, tu vois, par rapport à la charge mentale, est-ce que toi tu as eu l'impression de réussir là à trouver un équilibre? Parce qu'il y a des sujets un peu qui disent, l'équilibre vraiment paritaire il n'existe pas, c'est plus en fonction des événements de la vie, tu vois, ou comment ça se rééquilibre. Est-ce que toi tu as eu l'impression de réussir tout le temps à trouver un équilibre, même s'il était plus ou moins stable sur une période longue, ou alors il n'y a que maintenant que tu as l'impression de trouver un équilibre qui te convient totalement? Alors je dirais qu'au début, je l'ai un peu subi comme ça. Oui, quand tu es partie, quand tu as trouvé la collaboration. Voilà, parce que je me suis dit, c'était ce que je voulais faire. C'est vrai que c'était pas optimal, mais ça a été difficile aussi pour mon mari. De quitter, et puis on a quitté tout en fait, nos amis. Voilà, ça faisait combien de temps que vous étiez là-bas? Ça faisait 12 ans. Oui. Donc, c'était difficile, mais je savais que le travail que lui avait retrouvé, c'était quand même la compensation, c'était ce qu'il avait envie de faire aussi. Oui, donc je me suis dit, faut que je le laisse vivre ça parce que ça lui plaît. Et moi aussi, je suis arrivée dans ce que je voulais. Après, il faut certainement un temps d'adaptation. Oui. Mais c'est vrai que c'était assez rapide, 1 an, si tu vois, au bout d'1 an, 1 an et demi. Oui, ça a été assez rapide en fin de compte. Ouais. C'est les premiers mois très durs, et puis surtout la période septembre, quoi. Parce que là, il faut gérer la rentrée scolaire, les activités, en plus dans un lieu où on ne connaissait rien. Ça, c'était un peu compliqué. C'est vrai que je me suis dit, oulala, si c'est comme ça chaque mois de septembre, ça va être dur. Et puis en fait, au fur et à mesure des années, on connaît, et maintenant, ça se fait beaucoup mieux. Mais c'est vrai qu'au début, c'était compliqué. Et donc là, ça fait combien de temps que tu es dans ton cabinet à toi? Et là, ça fait 3 ans que je suis dans mon cabinet à moi. Et donc, tu arrives toujours à avoir cet équilibre qui te convient? Là, c'est mieux au niveau familial, parce que comme mon mari est là, et d'ailleurs, il participe pas mal à la maison. Donc, par exemple, c'est assez rare du coup que je fasse la cuisine. Moi, je rentre, il a déjà tout fait. Il s'occupe très bien des filles aussi, donc c'est vrai qu'il gère beaucoup à la maison. Ça part, quoi. Normal, voilà, ouais. Et il le fait depuis le début, parce que c'est pareil, quand j'étais à l'hôpital, il gérait tout seul en fait. J'étais pas là quand je travaillais. Faut bien, à un moment donné, il faut bien que la famille elle tourne, parce que sinon. Voilà. Ouais. Et c'est vrai que l'année où je me suis retrouvée à tout gérer toute seule, toute la semaine, c'est là où je me suis rendu compte, j'ai pensé aux mamans solo, et je me suis dit, c'est dur en fait, comme ça tout le temps. Ouais. Parce que, en fait, quand on est 2 et ça roule et ça se fait comme ça, ça se complète bien. Ça se fait bien, en fait. Et quand on se retrouve tout seul à tout gérer... Alors, il y a les mamans solo, puis il y a aussi les couples où le père, il en fait pas une, quoi. Parce aussi. Que ça, je pense que t'en croises. Moi, j'en croise aussi beaucoup. Mais en fait, je sais pas la situation la pire, tu vois. Je n'en sais rien. Mais d'avoir aussi quelqu'un à côté qui fait rien... Ouais. Finalement, c'est une charge en plus, quoi. En tout cas, moi, je considère que c'est une charge en plus parce que c'est une bouche en plus à nourrir et qui fait rien et qui est censée faire. C'est un autre sujet, on pourrait en parler encore pendant des heures. Ok. Et donc, là, du coup, maintenant, tes filles, tu disais, elles ont 12 ans et demi et 9 ans et demi, c'est ça? 12 ans et 9 ans et demi. Ouais. Ok. Et en fait, avant de préparer avant qu'on enregistre, je te disais un peu les thèmes qui allaient être abordés. Est-ce que tu peux revenir, peut-être, toi, sur ta maternité, sur... Donc, la période où tu as eu tes enfants, tu étais déjà diplômée. Oui. Du coup, tu travaillais déjà à l'hôpital. Oui. Comment ça s'est passé pour toi? D'ailleurs, j'en sais rien en tant que sage-femme. Est-ce qu'on a tendance à accoucher à l'hôpital où on travaille? Tu vois, j'en sais rien. Ou est-ce que tu préfères aller ailleurs? Je sais pas. Raconte-nous un peu ton expérience. Déjà, moi, le projet maternité, c'est un projet que j'ai quasiment depuis que je suis toute jeune fille. C'était vraiment un but dans ma vie d'être maman. Et quand on a eu le projet de se marier avec mon mari, je savais que derrière, parce que lui, il a quelques années plus que moi, et lui, il voulait déjà être papa quand j'étais en études. Oui. J'avais dit, non, déjà, moi, je finis mes études, et puis on voit ça après. Et donc, je savais que ce projet allait arriver vite derrière. Et quand je suis tombée enceinte, ça a plutôt bien fonctionné, ça a mis 6 mois, donc c'est correct pour une première grossesse. Est-ce que tu peux nous dire l'âge que tu avais à l'époque? J'avais 26 ans. D'accord. Et très contente d'être enceinte, j'avais quasiment pas de symptômes
Le premier mois, pas de nausée, rien, à part le fait que j'avais fait mon test urinaire et que j'avais la poitrine gonflée, c'est tout, et que j'étais très fatiguée. Voilà, c'est tout ce que j'avais comme symptômes. Et je me suis dit, dis donc, si je savais pas que j'étais enceinte, je ferais ma vie tu pourrais te dire, comme d'habitude. J'ai peut-être attrapé un petit truc qui me met un peu KO, mais c'est tout. Quoi. Voilà. Et puis après, la grossesse a avancé et mon corps a commencé à changer. Et malgré le fait que je voulais être enceinte, que c'était quelque chose que j'attendais depuis longtemps, j'ai eu un peu de mal avec ça. De voir mon corps changer comme ça et de me rendre compte que... alors c'est vrai que les mouvements, on les sent qu'à partir de 4-5 mois, le premier, mais de me rendre compte qu'il y avait un autre être à l'intérieur de moi, que je maîtrisais rien du tout, ça a été quelque chose de pas évident à gérer. C'était quelque chose qui pouvait t'inquiéter avant ou pas ? Ou tu y pensais même pas ? J'y pensais même pas. Avant, je me disais, c'est super, la grossesse, trop génial. Alors que pourtant, tu avais vu dans tes études, parce que c'est pareil, on revient à l'époque, tu dis 2009, mais est-ce qu'à l'époque, vous parliez de ça, de ce qui se passe dans la grossesse, oui, j'imagine, mais tu vois, tous les bouleversements psychologiques que ça peut entraîner, vous en parliez ou pas ? Moins. Ouais, donc je pense que c'est ça aussi, c'est-à-dire que même en tant que sage-femme, même si tu fais des études, à cette époque-là, on a l'impression qu'on a 30 ans de... Non mais c'est vrai, c'était il n'y a pas si longtemps, mais à cette époque-là, ça veut dire que c'était pas non plus un sujet auquel vous pouviez même être préparé pour accompagner les parents. Ou après, peut-être qu'on en avait parlé, mais sur le coup, comme je l'avais pas vécu, je ne l'ai pas intégré de la même façon. Je pense qu'il y a ça aussi. Oui, parce qu'en effet, quand tu vois quelque chose et puis que tu le vis, tu dis « je fais le rapport ». Voilà. Ouais, je vois. Et puis, alors c'est vrai que j'ai plein de collègues, moi, qui avaient très peur le côté sage-femme, des malformations, beaucoup de choses comme ça, des complications de la grossesse. Moi, ça, par contre, pas du tout. Moi, j'avais qu'une seule crainte, c'était la mort fétale. Et donc, tant que je ne l'ai pas senti bouger, c'était un peu compliqué. Et puis, dès que j'ai senti le bébé bouger, là, c'est bon, ça me rassurait. Et c'est ça qui m'a rassurée toute ma grossesse. Par contre... Oui, parce qu'en fait, ce que tu disais aussi, c'est que comme tu ne l'as pas senti et que tu n'avais pas trop de symptômes avant, parce que je sais qu'il y a des personnes aussi, des fois, c'est quand elles ont des symptômes, c'est ça qui les rassure. C'est dire, vu que j'ai des symptômes, ça veut dire que la grossesse, elle continue bien et que tout va bien. C'est que dès que les symptômes s'arrêtent, ça peut créer une inquiétude. Donc toi, tu n'en avais pas, au final, de symptômes. Donc, comme j'avais quand même la poitrine, mais c'était pas des symptômes insurmontables. J'étais pas... Enfin, c'était plutôt nausées, vomissements, ça, j'avais pas. Et par rapport à ce qu'on voit dans les films ou ce qu'on entend... je l'ai pas vécu comme ça, moi. Oui, et donc du coup, ce qui t'a tenu, c'est les mouvements, quoi. C'est ça. Du bébé. Voilà. Ok. Et donc, ça, c'est quelque chose que j'ai compris, mais après, une fois que ma fille était née, que dès que je l'ai sentie bouger, en fait, je voulais la sentir bouger tout le temps pour être sûre qu'elle allait bien. Donc, quand je me réveillais la nuit pour aller faire pipi ou parce que j'avais des insomnies, en fait, je ne me rendormais pas tant que je ne l'avais pas sentie bouger. Donc, c'était même pas respirer ? Non, je voulais qu'elle bouge, je voulais la sentir bouger dans mon ventre. Quand j'étais enceinte. Ah oui, quand tu étais enceinte, pardon. Je pensais qu'elle était née. Et après, quand elle est née, en fait, elle a mis du temps à faire ses nuits. C'est intéressant. Ça veut dire qu'il fallait absolument qu'elle bouge. Et donc, dans les moments... Enfin oui, alors quand dans les faits, elle ne bougeait pas tout le temps. Elle ne bouge pas forcément. Donc, même en journée, comment tu faisais ? En journée, je la sentais quand même souvent. Quand même bien. Ouais. Okay. Mais c'est vrai que quand je me réveillais la nuit, ma première pensée, c'était ça. C'était, est-ce qu'elle bouge ? Elle est toujours là, tout va bien ? Voilà. Ouais. Et après, quand elle est née... on a eu ça a été compliqué pour le sommeil et je suis allée voir une ostéopathe qui a fait une séance, qui m'a dit vous avez un bébé zen, c'est agréable de voir un bébé qui va bien, super. Et en fait pendant la séance on a discuté et elle m'a fait revenir sur ma grossesse et c'est là que je me suis rendu compte qu'effectivement dès que je l'ai senti bouger, il fallait qu'elle bouge tout le temps. Et donc elle m'a dit voilà, c'est un bébé qui, dès le début, a été stimulé pour rassurer sa maman. Donc maintenant qu'elle est née, elle continue de rassurer sa maman. Oui, et ça, en effet, des fois, on le voit dans les difficultés de sommeil. Ça fait partie des choses. On déculpabilise tout le monde en se disant, ce n'est pas que cette raison-là qui peut entraîner des difficultés de sommeil, mais c'est intéressant de pouvoir l'identifier, se dire, oui, c'est vrai qu'en fait... ça me rassure moi de savoir qu'elle pleure, c'est un signe qu'en fait elle a envie, quoi. Avant de l'avoir verbalisé, en fait, je m'en étais pas rendu compte. Oui, c'est ça. D'où l'importance de pouvoir s'en rendre compte. Voilà. Donc, ce qui fait qu'à ma deuxième grossesse, j'ai essayé de pas faire la même chose. Est-ce que pour autant ça a tout changé du jour au lendemain, elle s'est mise à dormir ? Alors, pas du jour au lendemain, mais dans le mois. Ouais, ça a apaisé quand même les choses. Elle a arrêté de manger la nuit, quand même, dans la semaine qui a suivi. Elle avait 6 mois déjà, donc elle était capable. Oui. Et un mois après, elle faisait ses nuits. Ouais.
Ouais, donc intéressant. Donc quand même, il y a eu un gros changement. Si. Ouais. Et justement, on parlait du sommeil juste avant. Avant qu'on enregistre, toi tu parlais du sommeil, tu en as un peu parlé, tu faisais des insomnies pendant ta grossesse. Ouais. Est-ce que après la grossesse, comment ça s'est passé? Parce qu'on en a parlé par rapport aux recommandations de la Haute Autorité de Santé. Est-ce que tu peux nous faire part de ton expérience? Là, je vois sa tête, vous la voyez pas, mais je vois sa tête de dire là, je vais te dire quelque chose qui est pas bien. Bah non, parce que les recommandations, c'est 6 mois cododo par rapport au risque de mort inattendue du nourrisson. Est-ce qu'on peut expliquer pourquoi? Est-ce que tu sais pourquoi ou est-ce qu'on peut nous le dire? Comme ça, c'est intéressant de le... Alors en fait, c'est parce que le fait d'avoir le bébé proche, on est un peu plus en alerte de ses mouvements respiratoires notamment. Des bruits qu'il peut faire. Voilà. Le climat de l'allaitement aussi permet de garder une attention parce qu'en fait, les cycles de sommeil sont inversés pour la femme qui allaite, à la différence d'ailleurs des femmes qui n'allaitent pas et des papas, ce qui peut expliquer que le sommeil des papas n'est pas le même que celle des femmes... avec le nouveau-né, allaitante, oui, tout à fait. Et en fait, quand on allaite, nous, on crée des endorphines qui vont nous aider à nous rendormir assez profondément, rapidement, après la tétée. Et le bébé, lui, commence à s'endormir dans un sommeil plutôt léger. Ce qui fait que normalement, dans ce sommeil-là, il y a moins de risques par rapport à la mort inattendue. Et après, quand le bébé bascule en sommeil plus profond, nous, on revient dans un sommeil plus léger. Donc, on est plus alerte s'il y a quoi que ce soit. Donc c'est important d'être à côté. S'il est plus loin, on ne peut pas l'entendre. Est-ce que ça veut dire que si l'enfant est plus loin, est-ce que ce cycle ça se désorganise, ça? Non, c'est pareil. Non, ça, c'est hormonal. D'accord. Donc, mais c'est pas la présence et la proximité qui fait que... Ok. Non, ça, c'est hormonal, c'est l'allaitement, ça. Oui, c'est vraiment ça. Par contre, c'est vrai que l'attention par rapport aux mouvements respiratoires, on les capte mieux si on est près du bébé. Oui, c'est logique. Et c'est vrai que pour le cododo, c'est pas forcément le petit lit qui est collé au lit des parents et le bébé juste à côté. Ça peut être un berceau dans la chambre à côté. Aussi. Mais c'est vrai que nous, de toute façon, organisationnellement, compliqué aussi ce mot. On n'avait pas tellement la place de la mettre dans notre chambre. Ok. Et en plus, notre maison était faite qu'on avait un couloir, notre chambre était d'un côté et la porte d'en face, c'était la chambre de ma fille. Ok. Et donc, quand on est rentré, moi, je me suis dit, déjà, le passage à la maternité, le fait que le bébé soit sorti de mon ventre, on coupe le cordon, c'est symbolique, mais c'est vrai. En fait, une fois que le bébé est né, il n'est plus que à moi. Il faut que je le partage à tout le monde. Donc l'allaitement me permettait aussi de garder un peu mon bébé à moi. Et puis en même temps, c'est qu'il a besoin de toi. Aussi. De tous les cas, même si le cordon est coupé. Tout à fait. Ce qui est prioritaire, c'est ça. Voilà. Et à la mat, j'avais le berceau juste à côté de moi. On arrive à la maison et là... Et comment ça s'est passé? Je dis à mon mari... Non mais déjà à la maternité. La maternité, ça a été, j'avais besoin qu'elle soit près de moi en fait. Mais c'est vrai que j'ai pas super bien dormi. Parce que déjà la première nuit, je pense qu'on est sous l'adrénaline. Oui, de toute façon, j'allais dire, je pense qu'il y a beaucoup hormonalement. La première nuit, on ne dort pas vraiment. Puis on regarde le bébé, on s'émerveille. Et puis on n'arrive pas à dormir en fait. Puis les nuits d'après, alors je dormais quand elle dormait, mais de toute façon, le sommeil est très morcelé. Et puis, dès qu'elle fait un bruit, qu'elle bouge, tout de suite, j'étais en alerte. Je me dis, je regarde l'heure, ça va être l'heure qu'elle tète. Voilà, donc je dormais pas super bien, mais par contre, j'avais besoin qu'elle soit près de moi. Et puis, quand on est rentré à la maison, j'ai dit à mon mari, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on n'avait pas prévu, en fait, qu'elle soit dans la chambre. Oui. Donc, j'avais dit, peut-être on prend le landau de la poussette, et puis je le mets à côté de moi, à côté du lit, quoi. Et puis, lui, il m'a dit, non. On lui a fait une belle chambre, elle a sa chambre, elle dort dans sa chambre. Donc sur le coup, je me suis dit, d'accord, on va faire ça. Il a eu raison dans le sens où moi, un bébé qui dort à côté de moi, je dormais très très mal en fait. C'est ça en fait, non mais c'est ça dont on parlait tout à l'heure. Voilà. C'est finalement, malgré le fait que les recommandations c'était celle-là, au-delà de elle a une belle chambre, en fait c'est que toi, ça t'empêchait de dormir. Ça m'empêchait de dormir, ouais. Et donc psychologiquement, au bout d'un moment, quand on dort pas, ça va pas. Donc finalement, et puis on laissait les portes ouvertes, en fait, elle était la chambre était en face. Donc en fait, quand elle faisait du bruit, je l'entendais, mais moins fort, on va dire que je prenais moins vite ces petits mouvements qui des fois étaient juste des mouvements dans son sommeil, c'est pas forcément qu'elle se réveillait. Et du coup, j'ai mieux dormi quand même. Et aussi, ça a permis que à l'époque, il n'y avait pas un congé pour les papas qui était aussi long que maintenant. Donc, il a repris le travail rapidement. Donc, ça permettait aussi que dès qu'elle bougeait un peu, moi, je voyais l'heure, j'ai dit, c'est bon, de toute façon, c'est l'heure de la tétée, je me lève, j'y vais. Elle pleurait à peine.
Je la mettais au sein, je lui changeais la couche, je la recouchais, je retournais me coucher. Mon mari, il a rien entendu, il dormait bien. Voilà, et ça s'est très bien fait comme ça. Du coup, je vais poser une question. Vous auriez très bien pu dire, on met un lit dans la chambre, dans sa chambre à elle. Ouais, mais non, parce que moi, je dormais pas. C'est pour ça que je veux que tu puisses le dire ça, parce qu'en fait, on a aussi beaucoup de familles qui disent non, mais c'est bon, maintenant l'enfant il est né, il doit aller dans sa chambre. C'est quand même une erreur dans le sens où l'enfant il a quand même besoin de la proximité de son parent. Donc là, toi, ton mari tenait ce discours-là, mais parce que c'est un discours aussi à l'ancienne. Dire voilà, maintenant c'est comme ça, tu vois. Dans les représentations qu'on a, c'est très carré. Et finalement, toi, tu vivais pas ça de la même façon, dans ce que tu décris. Mais c'est qu'il y avait aussi une autre raison. Parce que je connais aussi des familles qui ont fait ça, tu vois, qui ont mis le lit dans la chambre de l'enfant en disant comme ça, on n'aura jamais à le habituer d'aller dans sa chambre. On est déjà dans la chambre. Et du coup, c'est les parents qui dormaient dans la chambre de l'enfant. Ouais. Donc vous, si vous l'avez pas fait, c'est qu'il y avait aussi une autre raison. Ouais. C'est que toi, tu n'arrivais pas à dormir en la présence de ton bébé. Non, parce que c'est arrivé quand elle avait à peine 1 mois. On a de la famille qui est venue à la maison. Et ils viennent de loin, ils viennent d'un autre pays. Donc ils sont restés 1 semaine. Et dans ce moment-là, là j'avais mis un matelas dans la chambre et je restais avec elle en fait. Et je me suis rendu compte que je ne dormais pas. J'étais épuisée parce que j'arrivais pas à dormir. Et c'est là où c'est difficile. On se rend compte qu'on est fatigué, qu'on a besoin de dormir. Et le moment où ils ont été sympas, ils sont partis se promener tous ensemble en me disant on te laisse comme ça, tu fais la sieste. J'ai pas réussi à dormir. J'étais à côté d'elle et pourtant elle faisait pas tellement de bruit, mais... Ça, c'est vraiment un problème d'ailleurs. Je sais pas si tu rencontres beaucoup de femmes qui ont ce problème-là. Moi, je l'ai. C'est de se dire, faut dormir quand le bébé dort. C'est super compliqué parce que même si tu es fatigué, le sommeil de journée, de toute façon, c'est prouvé. Ce n'est pas du tout la même qualité que le sommeil de nuit. Donc, tu auras beau dormir beaucoup la journée, ça ne te rattrapera pas le manque de sommeil que tu as la nuit. Et c'est qu'en fait, même si on est fatigué, c'est pas si simple en fait de s'endormir. Il y a des gens qui arrivent très bien, mais au-delà d'avoir des enfants. Et je pense que pour ceux qui arrivent déjà pas, moi par exemple, j'arrive pas à faire une sieste comme ça, même si je suis fatiguée, c'est super dur quand même de faire ça. Oui, puis ça dépend du rythme de sommeil de l'enfant. Ah oui, c'est sûr. Oui, parce qu'un enfant qui dort, finalement, il n'y a pas trop de... Normalement, il n'y a pas trop de sujets. Et là, je parle dans les cas où... Voilà, c'est ça. Moi, mon aînée, en plus, elle avait un drôle de rythme. Même la nounou m'avait dit « Ah, j'ai rarement vu ça ». Elle dormait 30 minutes, mais top chrono, toutes les 2 heures. Donc ça voulait dire que quand elle s'endormait, en général, dans mes bras, après une tétée, il fallait le temps que je la laisse bien s'endormir. Je la repose dans son lit, je me dis « Allez, c'est bon, je vais me reposer ». Mais là, dans ma tête, je me disais « J'ai 30 minutes ». Du coup, j'arrivais pas à m'endormir en 30 minutes. Ou accessoirement, il fallait que je mange, que je prenne une douche. Oui, puis tu vois, ça amène un peu tout ce qui est autour des insomnies. De se dire, tu vois, ça fait partie des trucs un peu de pression. J'ai tant vite il faut que je m'endorme, au-delà d'être maman et voilà, le fait de dire vite il faut que je m'endorme parce que sinon je vais pas réussir à rattraper, en fait ça fait déjà partie des signes qui disent que je vais pas dormir. Tu vas pas dormir, en fait t'es déjà dans l'insomnie. Donc on dit non mais faut arrêter de ruminer. Faut que j'arrête de ruminer que je vais pas dormir sinon je vais pas dormir. Du coup tu vois, tu rentres dans un système un peu horrible. Et moi tu vois ça m'est arrivé, donc moi je suis restée avec mon bébé dans la chambre jusqu'à ses 3 mois. Et en fait, à partir de ces 3 mois, il a commencé à se réveiller toutes les heures pendant 1 semaine, 2 semaines. Au bout de 2 semaines, j'ai dit à mon mari, ce qui m'a été le déclencheur, ça a été ça. C'est-à-dire que je me suis couchée en me disant, Marina, rendors-toi vite parce qu'il va se réveiller. Tu vois, finalement, j'étais dans une habitude où ça y est, je me disais maintenant, ça y est, c'est fini de toute ma vie de se réveiller toutes les heures. Ça faisait 2 semaines que ça dure. Et à partir du moment où j'ai dit, ah non, mais en fait, il va se réveiller vite, il faut que je m'endorme, c'est là que je me suis dit, il y a un problème. Tu vois, ça, c'était un signe qui disait, là, ça va pas. Et du coup, nous aussi, on l'a mis dans sa chambre. Donc moi j'en étais malade, et c'était ma question après, j'en étais malade parce que je savais que les recommandations c'était jusqu'à 6 mois. Je me disais mais non, mais là je fais quelque chose qui est pas bien, enfin il y a un problème. Et en fait il a mieux dormi lui aussi. C'est-à-dire que je pense que l'un et l'autre on était gênés par la présence de l'autre. C'est un peu fou, mais et toi comment tu l'as vécu? Alors moi au début c'est pareil, hein. je me levais, même quand elle faisait pas de bruit ou elle faisait un petit bruit, je me levais tout de suite, en fait j'allais voir. J'arrivais au-dessus de son berceau et je me disais, non, en fait, elle dort. Et quand elle faisait pas de bruit, même en journée d'ailleurs, ça m'arrivait, j'allais la voir et puis je regardais pour m'assurer que je voyais bien des mouvements respiratoires. Et je pense qu'il y a beaucoup de parents qui font ça. Oui, parce que c'est l'inquiétude. Alors toi, tu l'as dit par rapport à la grossesse, tu avais déjà l'inquiétude de la mort fétale. Mais là, après, il y avait l'inquiétude de la mort inattendue. C'est ça. C'est jusqu'à quel âge déjà C'est jusqu'à 2 ans. 2 ans. Alors, après 2 ans, c'était mieux? Oh non, mais ça a été mieux bien avant. C'est vrai. En fait, ça a été vraiment les 6 premiers mois finalement.
Là, je parle pas de son sommeil à elle, mais ton inquiétude. Oui, mon inquiétude, Ouais, ça a duré ce temps-là. Oui, ouais, voilà. Je pense à peu près 6 mois, mais après ça a été. Et c'est vrai que même si on dit que ça va jusqu'à 2 ans par rapport à la mort inattendue du nourrisson, il y a quand même, plus l'enfant grandit, moins il y a de risques quand même. Puis il y a aussi le fait que l'enfant, il puisse, tu sais, par rapport à on met sur le ventre, oui. Voilà. Il y a aussi le fait que l'enfant, il puisse être plus mobile dans son développement. C'est ça. Voilà. Du coup, donc, il n'y a pas eu le cododo, mais par contre, il y avait toutes les autres choses au niveau du lit, de l'installation, que ça, on avait respecté. Oui. Donc, voilà. Mais c'était juste le fait qu'elle ne soit pas dans la chambre avec nous. Oui. Ok. Et donc, pour ton deuxième enfant ? Et donc, pour mon deuxième enfant, alors là, C'était combien de temps après ? 4 ans ? 2 ans et demi. Ah oui, 2 ans et demi. 2 ans et demi après. Ah oui, c'est 9 ans et demi, tu m'as dit, donc 10 ans. Ok. La grossesse a pris en 1 mois. Ça a été beaucoup plus rapide, un peu plus rapide que ce qu'on avait prévu d'ailleurs, mais bon, c'était bienvenu, donc très bien. Et là j'ai eu des nausées, j'ai été moins bien au début de la grossesse. Et ça aussi, je me suis rendu compte à vivre, parce qu'on explique les nausées de la grossesse par l'augmentation rapide des bêta-HCG. Mais il n'y a pas que ça. Et là, pour le coup, je l'ai vécu et je me suis dit, bah oui, c'est comme ça que je me le suis expliqué. Il y a aussi une part psychologique dans les nausées. Et là, par exemple, moi, je me suis dit, la première fois, la grossesse, j'ai pas adoré, mais ça s'est plutôt bien passé. Ouais. Mais le rythme après, la fatigue, le rythme avec bébé qui a changé, c'était quand même difficile ça. Et je me suis dit, on recommence, on va repartir dans ça. On va avoir un nouveau bébé, même là, donc la première avait 2 ans et demi, donc elle faisait ses nuits, elle avait une certaine autonomie. Oui, elle était petite, mais bon, c'était déjà un peu plus facile quand même. Oui. Elle venait juste d'être propre, donc ça a été plutôt bien. Et donc, voilà, là, sachant que j'étais à nouveau enceinte, je me suis dit, on va recommencer là-dedans. Donc, j'étais contente d'être enceinte, c'était voulu, mais il y avait quand même une petite appréhension sur comment on va gérer le rythme après, quoi. Surtout que... Chose que tu n'as pas eu à ton premier. Ta première, non. Tu t'étais pas posé ces questions. Non. C'est drôle. Non, mais c'est intéressant. Et j'ai pas eu de nausée, tout ça. Donc je me dis, je pense qu'il y avait cette composante-là aussi. Et donc voilà, après la grossesse, je l'ai vécue à peu près de la même façon. J'ai beau être sage-femme, je n'aime pas tellement être enceinte. Moi, je te rassure. Voilà, j'aimais bien les mouvements du bébé, ça je trouve ça sympa, mais c'est tout. Sinon tout le reste, me sentir fatiguée, empotée, je cognais partout. On parlait du corps aussi. Tout à l'heure, tu as parlé, tu vois, les changements du corps. Peut-être qu'on pourra en parler de après. C'est ça, même dans des brindilles, c'est quand même un sujet qu'on a évoqué et que toi, tu aborderas dans des ateliers. Oui, c'est ça. Ok. Ça me l'a moins fait pour la deuxième parce que de toute façon, je savais. J'avais vécu la première fois, donc je me suis dit, de toute façon, c'est comme ça. Et d'ailleurs, même sur l'après-naissance de ma première, comme je savais qu'il y en aurait une autre assez rapprochée, j'ai pas tellement repris de sport. Donc c'était un peu une fatalité, entre guillemets, en disant, c'est pas grave. Voilà. De toute façon, je vais en avoir un autre, donc ça va encore amener des transformations. On verra le sujet après. Voilà. C'est ça. Après, j'avais pris 9 kilos, j'ai perdu 11 kilos. J'avais perdu plus que ce que j'avais pris, parce que l'allaitement a puisé dans mes réserves. Mais après, tu peux très bien... Non, mais après, tu vois, on parle du coup là déjà du corps, mais tu peux très bien perdre le poids que tu avais, mais comme ton corps est totalement différent, a une forme différente, pour autant, pas du tout être bien dans tes baskets. Non. En fait, depuis ma première grossesse jusqu'à il y a pas si longtemps que ça, là, il y a peut-être 2 ans, j'ai toujours eu un petit complexe par rapport à mon ventre. Parce que la peau avait agrandi et que même une fois que c'est fini, ça revient pas comme avant, quoi. Ou alors il faut faire du sport intensif, quoi. Et encore, je pense que ça dépend des corps, mais oui, il y a des corps pour qui ça revient pas, quoi. Oui. Voilà. Donc je me suis pas complètement laissée aller entre les 2 grossesses, mais j'ai pas fait de gros efforts. Et puis de toute façon, j'avais pas le temps. Et puis t'avais un enfant, ce que j'allais dire. T'avais quand même un bébé. C'est pas le moment, c'est pas toujours le moment où c'est facile de se remettre. C'est ça. Dans le sport, ou voilà, donc oui. Voilà, donc deuxième grossesse. Là pour le coup, c'est pareil, j'ai pas pris beaucoup de poids parce qu'en plus le rythme avec la grande qui était pas si grande que ça, ça nous maintient. Pareil, le repos, moins. D'ailleurs, moins centré même sur la grossesse finalement, la deuxième fois, parce que y a l'aîné à s'occuper, que le rythme est différent, on est moins à l'écoute de soi-même. Mais bon, ça c'est quand même plutôt bien fait. Et par contre, chose que je n'ai pas dit pour la première, donc autant la grossesse, j'ai pas adoré. Par contre, l'accouchement, j'ai trouvé ça génial.
J'ai adoré accoucher. Même si c'était intense, on est d'accord. Mais voilà, pour ma première, j'ai accouché finalement assez vite pour un premier. Ça a mis 6 heures. Ouais. Parce que c'est pareil, ça des fois tu te dis, oh là là, ça va être très long. C'est ça. Vois, en plus, toi, t'en vois moi, tous les jours. Donc je m'attendais à un truc, ça va être très très long. J'avais briefé mon mari. Et en fait, pas du tout. Ça a été assez rapide, intense. Voilà. Et donc j'ai trouvé ça super. Et donc l'accouchement, ce moment vraiment où on sent le bébé qui arrive. J'ai eu une péridurale. Mais elle était tellement bien faite que je n'avais pas de douleur, mais j'ai quand même tout senti. Et j'ai trouvé ça génial. Et t'as accouché à la maternité où tu travaillais ? Oui. Ouais. En fait, ça me rassurait. Ça me rassurait d'accoucher, parce que je connaissais les lieux. Je connaissais mes collègues. Même pour le cerveau, tu vois, de savoir connaître les lieux, on sait que c'est mieux. Donc, mais tu vois, je te demandais parce que je me dis, je sais pas, quand c'est toi qui deviens patient, est-ce que tu as envie justement de devoir un peu plus dévoiler ta vie à tes collègues voilà, je sais pas. Alors au départ, j'avais pas mal de collègues, parce que j'ai beaucoup de collègues en fait qui ont accouché à l'hôpital. Ouais. Quasiment oui, puis presque après c'est donnant, tu vois. Voilà. J'étais là à ton accouchement, tu vas être là au mien. Mais oui, en fait, il y en a beaucoup qui choisissaient, en fait, qui demandaient en amont pendant la grossesse à une collègue sage-femme, est-ce que tu veux bien t'occuper de moi quand j'accoucherai ? Mais ça voulait dire que la sage-femme elle revenait, on faisait une petite dérogation au niveau des cadres pour que ça soit accepté. Et ça, en fait, moi j'ai pas voulu l'imposer à une autre sage-femme. Parce que je me suis dit, imagine, elle a fini sa garde de nuit, moi j'arrive le matin, il faut qu'elle reste pour moi, elle va être fatiguée, elle va être stressée. Oui, je comprends ce que tu veux dire, et en même temps, c'est son choix de dire oui ou non. Oui, mais j'ai pas eu envie de l'imposer, moi. Je me suis dit, je demande à personne, et je verrai bien le jour où je viens. De toute façon, il y avait 4 sages-femmes en salle de naissance, il y en a d'autres dans les services. Je m'étais dit, au pire, si vraiment ça, il y en a pas une qui me plaît, je demande à une autre, quoi. J'aurais vraiment pas de chance. Voilà. Et puis en fait, le jour où je suis arrivée pour accoucher, j'avais qu'une envie, c'était qu'on s'occupe de moi et peu importe qui en fait. Donc ça m'a absolument pas dérangée. Même pour ma deuxième, quand je suis arrivée, il y avait... c'est un homme sage-femme qui m'a accueillie. Je pense qu'il voulait me faire une blague. C'était tout à fait le genre. Mais parce que du coup, c'était ton collègue. C'était mon collègue. Oui, t'étais toujours dans le même hôpital. Toujours au même hôpital. Et il me fait une blague et il m'installe. En fait, il me met le monitoring. Et puis il me dit, il m'a pas examiné, mais il me dit, tu veux que ce soit qui s'occupe de toi ? Et là il me dit qui est-ce qu'il y a en salle et il me dit que des noms d'hommes. Et donc je lui dis, c'est pas vrai, tu te fous de moi, il n'y a pas que des hommes en salle, c'est pas possible, les cadres ils font pas ça, parce qu'il y a des femmes qui veulent pas. Oui, qui veulent pas, oui. Mais après je lui ai dit en même temps, si toi tu viens, ça veut dire qu'il y a que toi qui est dispo, donc si c'est toi, c'est toi. C'est un soignant quoi, oui. Voilà, et là je l'ai senti lui un peu gêné, je pense qu'il s'attendait pas à ma réaction. Mais moi, je me suis dit, en fait, vu que la première, ça avait été quand même assez vite, je me suis dit, la deuxième, ça va être encore plus vite. Donc, je me disais, faut pas trop traîner, quoi. Faut qu'on s'occupe de moi rapidement, parce que... Et d'ailleurs, j'avais raison, parce que je suis arrivée à la maternité à peu près 30 minutes après avoir perdu les os chez moi, et j'ai accouché 30 minutes après. Donc, ils m'ont mis la péridurale, parce qu'ils m'ont dit, c'était vite la première fois, donc tu veux qu'on mette la péridurale cette fois-ci ? J'ai dit, oui. Ils me l'ont mis et en fait l'anesthésiste ensuite était en train d'injecter le produit que je poussais. Enfin d'ailleurs c'est pas moi qui poussais, c'est mon corps. Oui. Ça c'est intéressant. Ça a été, je l'ai vécu et c'est pareil, ça j'ai mis quelques années à m'en remettre un peu de cet accouchement parce que je l'ai vécu vraiment violent. J'ai eu l'impression que c'est mon corps qui a éjecté ma fille hors de moi. Par rapport à la rapidité, tu veux dire ? Par rapport à la rapidité et l'intensité. Même si... Pour la première, j'ai été surprise de l'intensité des contractions, malgré que j'avais vu plein de femmes accoucher, que j'avais accompagné plein de femmes lors de leur accouchement. Je voyais bien que c'était quand même pas une partie plaisir, mais je pense que le fait que ça a été rapide et que j'avais perdu les os, c'est quand même des facteurs qui font que c'est intense. Oui, et après, je pense le fait que toi, t'étais pas préparée aussi à peut-être accoucher son péridurale. Aussi. Parce que ça aussi, tu vois, ça fait partie des traumatismes. Alors, moi, j'en vois, tu vois, quand je reçois les familles, je demande un peu comment ça s'est passé et j'en entends, tu vois, des histoires de naissance, de traumatisme de naissance. Mais j'imagine que toi, tu en entends beaucoup plus que moi. Mais moi, j'en ai déjà entendu, tu vois, à dire où il y a eu, par exemple, une césarienne d'urgence. Mais à partir du moment où la césarienne d'urgence, elle fait pas partie des possibilités, ton cerveau, il le vit comme un traumatisme, en fait. Accoucher sans être préparé à accoucher sans péridurale, où tu n'imagines même pas que ça puisse faire partie des possibilités parce que toi, tu as décidé d'accoucher avec péridurale, le moment où ça arrive, c'est vécu comme un traumatisme.
Alors après, moi j'avais aussi une autre peur, parce que je suis petite. Et on m'avait toujours dit, même pendant mes études, que quand on met ses pieds à angle droit, ça fait la largeur du bassin. Et je chose du 33. Donc je me suis dit, oulala, je dois avoir un tout petit bassin, de toute façon tout est petit chez moi. Donc j'avais un peu peur que le bébé ne passe pas. Et pour le coup, l'accouchement, je me disais ça va être intense, bon, pas forcément une partie de plaisir, mais ça me fait pas spécialement peur. Par contre, la césarienne, j'avais pas envie. Et du coup, c'était ma grosse peur, parce que je me dis, s'il passe pas, je vais finir en césarienne, et moi je veux pas une césarienne. Donc je pense que ça aussi, ça a joué dans ma façon dont j'ai vécu le premier accouchement, parce que j'avais cette peur-là en plus dans ma tête. Et alors le deuxième, qu'est-ce qui a été... tu vois, tu dis, tu as mis du temps à le... Et donc, le deuxième, j'ai vécu beaucoup mieux les contractions, malgré que c'était intense aussi, rapide, parce que je savais. Ça peut être douloureux, mais en fait, à partir du moment où c'est préparé, on le vit pas pareil. Bah non, c'est pas du tout la même chose. Quand une femme, elle vient en disant, de toute façon, je vais prendre la péridurale, voilà, je vais gérer les premières contractions, ça va aller. Mais qu'en fait, elle se rend compte que l'intensité, c'est pas du tout ce auquel elle s'est préparée. Enfin, c'est bien évidemment que c'est traumatisant. Alors si finalement tu t'es préparée, tu vois, moi j'ai fait le choix d'accoucher sans péridurale. Et là, pour ma deuxième grossesse, je vais accoucher à domicile. Et au final, moi je me suis préparée. Donc c'était intense, mais je me dis pas, c'était beaucoup pire que ce que j'imaginais. Parce que je m'étais imaginé le pire. C'est ça. Tu vois ? Et je pense que ça n'a rien à voir. Alors que quand tu t'imagines que de toute façon t'auras pas mal, t'auras la péridurale, et qu'en fait, c'est l'enfer, c'est beaucoup plus intense que ce que tu imaginais, je pense, psychologiquement, c'est très très dur. Donc c'est pour ça que la deuxième, j'ai pas vécu pareil. Même si ça a été intense, déjà j'ai pas crié comme j'ai pu le faire pour la première. Parce que je me disais, c'est ça en fait, c'est tout, j'accouche. Mais j'avais plus ces peurs de l'intensité, peur de la césarienne, parce que de toute façon ça s'était tellement bien passé la première fois. Tu savais que ça passait quoi. Voilà, je me suis dit là c'est bon. Et effectivement, ça s'est bien passé. Et alors qu'est-ce qui a été dur ? Ce qui a été dur, c'est que j'ai eu l'impression presque de pas avoir été actrice en fait dans l'accouchement, parce que alors c'est vrai qu'on maîtrise pas grand chose, mais là pour le coup ça a été tellement rapide que que t'as pas eu à devoir maîtriser les contractions, souffler, tu vois, t'as pas eu ces petites étapes. Si, mais rapidement, une heure, donc c'était rapide. C'est-à-dire qu'avant de perdre les os, t'avais pas du tout de contractions? Non. Ça c'est fou. Non. C'est fou. Et d'ailleurs j'ai perdu les os à la maison, et heureusement j'avais ma sœur qui était là. Parce que j'étais à 1 semaine de mon terme, donc elle était là pour garder mon aîné, et heureusement d'ailleurs, parce que s'il avait fallu qu'on la gère, qu'on l'emmène quelque part, j'aurais accouché dans la voiture. C'est ça. Et je lui ai dit, non mais t'inquiète pas, de toute façon j'ai perdu les os, mais j'ai pas de contraction, donc des fois ça peut mettre du temps avant de commencer. Et en fait, en discutant avec elle, ça a commencé. J'ai eu ma première contraction sur le tapis de l'entrée juste avant de partir, quoi. Et là elle m'a dit... c'est là où je me suis dit, en fait, moi, je me suis pas rendu compte à ce moment-là. Parce qu'elle m'a vue. Et quand elle m'a vue, elle m'a dit, non, mais vas-y, je veux pas te voir comme ça. Elle a dû se dire, ouf, en fait, si, c'est bon, là, elle va Mais coucher. alors, attends, je pense que ce que tu dis, c'est aussi le temps de préparation psychique, en fait. Je pense que c'est ça dont tu parles. Il y a l'intensité de te dire, ton corps, il a expulsé ce bébé très vite. Mais en fait, c'est aussi les étapes, les heures. Alors, quand c'est trop long... c'est l'enfer, voilà, on est d'accord. Mais quand c'est à des heures raisonnables, je ne dirais pas d'heure parce que je ne sais pas quelle est l'heure raisonnable, mais tu vois, tu as le temps, tu vois, ton corps il se dit, ok, c'est aujourd'hui, mon bébé il va arriver, je vais l'accueillir, tu vois, tu as le temps de faire tout ce chemin. Et que finalement, toi, dans ce que tu racontes, j'ai l'impression que c'est comme si tu ne l'avais pas fait. Parce qu'en fait, au moment où tu perds les os, tu dis, ok, ça va arriver, mais j'ai le temps, etc. Sauf que tu montes dans la voiture, tu arrives et en fait, t'accouches. Tu vois, c'est comme si le processus psychique n'avait pas pu totalement être. Même si j'étais archi prête. Oui, je vois, mais c'est. Ouais. Et donc après, après j'avais mon bébé sur moi. Et je me disais, j'ai accouché. Oui, c'est ça. C'est fait. Oui, oui, je pense que c'est ça. C'est le temps de préparation, tu vois, que le cerveau fasse le chemin. C'est ça. Ouais, ça j'ai trouvé ça. C'est intéressant. J'ai vécu ça violemment. Un peu, tu sais, comme les césariennes aussi. Quand t'as des césariennes où finalement il y a des femmes qui n'ont pas l'impression d'avoir donné naissance. C'est ça. Parce qu'elles n'ont pas vécu tout ce chemin. Et parce que tout d'un coup, on leur dit, pour telle ou telle raison, on va faire une césarienne, et voilà, on y va, et c'est fait. Voilà. Ouais, c'est un peu le même truc. Ok. Voilà, donc ça j'ai mis un peu de temps à m'en remettre derrière, mais bon... Le temps, c'est fait aussi. Ça fallait faire le deuil d'un accouchement autre que tu avais imaginé ? Non, parce que ça s'est vraiment très bien passé. Alors le petit truc que je me suis dit, mais c'était facile de se dire après, ça c'est le côté sage-femme, c'est que j'ai accouché tellement vite que je me suis dit, franchement,
ça servait à rien de mettre la péridurale. Mais en même temps, ça me rassurait si jamais il y avait une complication derrière, parce que j'en ai vu aussi des accouchements où tout va bien et puis il y a un grosse cata derrière, donc c'est bien d'avoir une anesthésie. Et en plus, même en fait pour mes collègues, ça les rassurait eux, parce qu'une semaine avant, j'ai une collègue qui était arrivée à dilatation complète, qui a accouché et qui s'est jamais délivrée. Elle a dû être sous anesthésie générale pour qu'ils aillent chercher le placenta après. Donc bon, voilà. Je pense qu'ils se sont dit ce serait bien que ça se serait passe bien mieux quand même avec une anesthésie. Donc voilà. Mais puis c'est facile de le dire a posteriori. Oui. Mais sur le coup, je me dis, j'ai quasiment accouché sans péridurale. Et en fait, elle a marché la péridurale pour l'après. Pour le placenta, j'ai rien senti. Les points en périnée, j'ai rien senti. Et par contre, je suis restée 3 heures en salle de naissance parce que comme ça a été très rapide, ils ont dû me faire une dose de cheval pour que ça marche plus vite. Sauf que après, du coup, après, fallait que je récupère mes jambes, quoi. C'est ça, c'est drôle. Mais j'en ai plus besoin, vous pouvez changer. Trop tard, madame. C'est ça. Et donc finalement, ta fille allait bien, mais en fait, t'allais bien. Ah oui, tout le monde allait bien. Voilà. Et quand tu dis t'as mis du temps, est-ce que t'as eu besoin d'être aidée par, je sais pas, la sage-femme qui te suivait, un psychologue de la maternité? Ça, on va dire que c'est le petit avantage de travailler à la maternité, c'est qu'il y a des psychologues qui passent tous les jours, que je connaissais bien, et puis mes collègues, donc on discute beaucoup. Et donc en fait, c'est comme ça que j'ai évacué ça, en fait, en parlant plutôt à mes collègues d'ailleurs qu'à la maison. Est-ce que tu penses que si ce n'étaient pas des personnes que tu connaissais, j'aurais eu besoin de voir quelqu'un en dehors? Mais est-ce que du coup, ou même le psychologue, tu vois, les psychologues, si tu les connaissais pas, est-ce que tu penses que tu aurais pu facilement te livrer comme ça dès la maternité? Je suis pas sûre. C'est intéressant. Je suis pas sûre. Et surtout que, en fait, je me suis dit sur le coup, tout de suite à la maternité, c'est pas là tellement que ça m'a marqué. Ah oui, je me suis dit, tu en as parlé après. Oui, d'accord. Ça a été je pensais à la maternité. Parce que ça m'est resté après. Voilà. Ça c'est intéressant, tu vois, ça fait vraiment le lien avec des choses qu'on avait déjà évoquées dans l'équipe des Brindilles, c'est de se dire on a besoin de lier des relations de confiance avec des professionnels de santé, donc on est d'accord, on peut pas être en confiance avec tous les professionnels de santé, mais le fait d'en avoir un ou deux, ça veut dire qu'on sait qu'à ces personnes-là, si ça va pas, on est déjà en confiance et qu'on peut aller leur dire, parce que quand on est en confiance avec personne, bon, j'exagère peut-être le trait, je pense qu'on a quand même toujours quelqu'un avec qui on a une affinité, mais qu'on se sent pas libre de dire quand même ce qu'on veut. Le jour où ça va pas, où tu vois, après ou en postpartum où tu as besoin, c'est pas évident déjà de faire la démarche, d'aller dire à quelqu'un que ça va pas, et ensuite de trouver un professionnel qu'on connaît ni d'Ève ni d'Adam, même qui nous est conseillé, de dire bon je vais aller délivrer les choses les plus intimes de mon être à cette personne que je connais pas. Donc l'importance de pouvoir avoir déjà du lien avant, c'est qu'on peut avoir des oreilles attentives en qui on a confiance dès qu'on a besoin. Et moi, c'est ce que je vois maintenant en libéral, que je vois les femmes bien après. Et je me dis, oui, en fait, c'est important d'avoir toujours un lien en fait, après la naissance. Parce que des fois, sur le moment, justement, on est dans les hormones de l'accouchement. Donc quand tu dis bien après, ça veut dire que tu parles pas là des visites que tu fais à domicile les semaines qui suivent. Tu parles même après. Quand tu les vois pour un mois et demi. Ouais. Quand je les revois pour le périnée, c'est l'occasion aussi de voir comment ça va, comment ça se passe à la maison. Donc, d'où l'importance de trouver une sage-femme ou un professionnel de santé en qui vous avez confiance, en qui tu vois, tu sens qu'il y a le lien. Parce que si tu sens que ça va pas, non. Bon, je pense que tout le monde ne reste pas avec des gens qui nous conviennent pas, mais tu vois, peut-être qu'il y a des gens qui se disent oui, c'est pas grave, de toute façon, c'est juste pour ça, et puis on s'en fiche. Mais en fait, on peut peut-être se dire, on peut peut-être trouver quelqu'un justement avec qui le courant passe bien, avec qui on se sent à l'aise de parler de tout et de rien, pour pouvoir se livrer plus facilement. Et d'ailleurs, donc moi c'est pareil, je répète, je travaille pas avec des familles, des femmes en postpartum, mais j'imagine que c'est aussi le cas en tant que sage-femme, c'est que toi-même aussi tu sens le lien que tu peux avoir avec ces personnes-là. Et donc le fait de mieux les connaître, ça te permet de les connaître avant, tu vois, dans tout ce chemin-là, ça te permet toi aussi d'être plus attentive. C'est ça. À leur état. C'est vrai qu'avant, en général, il y a des petits signaux d'alerte où je me dis là, faut que je fasse attention, il y a une petite fragilité. Et donc je fais attention après. Ou quand je vois un gros changement entre l'avant et l'après, je me dis là, c'est pas comme ça d'habitude. Voilà. Et c'est vrai que moi j'aide de ce que je peux, et dès que je sens qu'il y a besoin de plus et que c'est mes limites, je réadresse en fait. Voilà. Mais l'importance de pouvoir tisser du lien avec... Oui. Et puis d'entendre dire par quelqu'un d'autre que peut-être ça serait bien d'en parler à quelqu'un, ou d'être réorienté, ou que même le conjoint l'entende aussi. Et des fois ça passe mieux que quand c'est au sein du couple même. Oui, que ce soit juste
l'un des deux parents qui disent que ça va pas. C'est ça. Oui, de toute façon, tu es tout le temps à te plaindre. Tu vois, je pense qu'il y en a des personnes, je pense à des personnes moi, dans mon entourage qui peuvent être vite très inquiets dès qu'il y a un petit truc qui va pas. Donc ça peut aussi vite être banalisé, alors qu'en fait, même si c'est un petit ça va pas, il doit être entendu, quoi. C'est ça. C'est pas toujours le cas. Après, au-delà d'aller mal, ça me fait penser à une chose sourire. Que m'avait dit mon mari après. Il m'a dit ça des années après, quand nos filles étaient plus grandes. Mais il m'avait dit, je te l'ai jamais dit parce que j'ai bien vu, parce que c'est vrai que le côté papa, voir sa femme accoucher, on la voit jamais comme ça en dehors de ce moment-là. Et donc je pense que pour lui, c'était pas facile non plus. Et après, le côté allaitement, la fusion avec le bébé, ce rythme, cette fatigue, et même s'il m'aidait beaucoup dans les soins, il la berçait, tout ça, il prenait sa part. J'avais quand même... l'allaitement, c'était moi. Oui, bien sûr. Et donc... ça, non, mais attends, ça, c'est intéressant parce que des fois, on dit, oui, mais comme le parent allaite, l'autre, il peut rien faire. Et des fois, on a l'impression que c'est l'allaitement qui empêche le père de prendre sa part. Pas du tout. On est d'accord. Non, mais tu vois, peut-être on peut faire une parenthèse, peut-être qu'on reviendra après là-dessus. Ouais, non, ça, au contraire, justement, il faisait plein de choses. Et donc, d'ailleurs, quand il rentrait du travail, moi, j'avais qu'une envie, c'était de lui donner le bébé. J'ai dit, tiens, c'est ton tour, fais-lui un câlin. Moi, je fais une pause, je vais prendre ma douche. Voilà. Et donc, lui ne m'a rien dit. Il a fait ça. Quand il sentait que j'avais besoin de souffler, il la prenait. Voilà. Et donc quelques années après, il m'a dit je te l'ai jamais dit parce que je sais bien, j'ai bien vu, la grossesse c'était pas facile, l'accouchement ça avait quand même l'air d'être un truc assez intense, et puis l'allaitement ça te demandait beaucoup aussi, donc j'ai rien dit mais t'étais pas particulièrement agréable. Ok. Voilà, il m'a lancé comme ça, je dis ah oui, donc je pense qu'avec la fatigue, c'est vrai que je devais pas être aussi douce que d'habitude, quoi. Voilà, oui, peut-être que j'attendais plus la même chose d'ailleurs. Et ça, je pense que c'est aussi physiologique de toute façon. Ah oui. Enfin, oui, et puis de toute façon, la fatigue, ça change tout. Puis au sein des couples, quand tout le monde est fatigué, parce que même le papa est fatigué. Et donc, des fois, quand il y a des petites choses qui vont pas ou qui sont un peu mal prises, c'est vrai que si on saute dessus l'un l'autre, ça va être compliqué. C'est tout de suite très tendu. Voilà. Donc pour ça, il a été... c'est drôle, c'est comme s'il a attendu que ça passe, oui, c'est ça. En se disant, ça va revenir. Je croise les doigts, ça va revenir comme avant. Parce que ça pourrait très bien ne pas être le cas aussi, tu vois. Que finalement, ça a créé une distance... que ça, au fur et à mesure, que les années passant créent une nouvelle façon d'être en relation, créent une distance entre les deux et que ça ne revienne jamais. Oui, parce qu'il y a cette fatigue qui fait que la communication, des fois, est un peu différente. Et il y a aussi ce lien fusionnel avec le bébé qui fait qu'en fait, moi, pendant les premiers mois, j'avais qu'une envie, en fait, c'était d'être avec mon bébé. Oui. Et donc, c'est vrai qu'après, aller me parler d'aller sortir, même d'aller voir des gens, en fait, j'avais pas envie. Moi, j'ai envie qu'on me laisse tranquille, que je me repose tranquille avec mon bébé à la maison. Mais ça, c'est normal, en fait. Ça, je pense que c'est important de dire que c'est physiologique et c'est pour la survie de tout le monde, en fait. Et donc, c'est important d'avoir ces temps-là. Tu sais, des fois, il y a des gens qui disent « Oui, mais moi, je vais avoir un enfant, je veux que ça change rien à ma vie » et qui directement ressortent, etc. Je sais pas comment ils font. Moi, les premières semaines, quand j'allais faire des courses, seule, je me disais, j'ai l'impression d'être dans un autre monde, tu vois, il y avait un peu un décalage. Je me disais, mais les gens se rendent pas compte de ce que j'ai vécu, de ce que je suis en train de vivre, tu vois. Et en effet, quand t'es plus avec ton bébé, en tout cas, moi, c'est ce que je ressentais, j'avais l'impression qu'on m'associait plus au fait que je sois devenue mère récemment, donc que j'ai vécu une naissance avec toute l'intensité que ça a, moi aussi j'ai allaité mon garçon, donc voilà, l'allaitement, tout ce que je pouvais vivre, alors que quand il était là, on pouvait plus facilement s'imaginer, se dire c'est une jeune maman, elle vient d'avoir un petit bébé, alors que quand j'étais seule, je me sentais un peu nue et presque pas vraiment moi-même, quoi. Et ça m'a mis du temps, tu vois. C'est assez personnel, en fait. Il y a des femmes qui vont avoir envie de ressortir, de refaire des trucs, et pour qui ça va bien se passer, parce qu'en fait, c'est leur façon de faire. Et puis, il y en a d'autres aussi qui peuvent avoir cette peur-là. On l'entend, des femmes qui disent mais j'ai peur que je puisse plus faire tout ce que je veux à cause de mon bébé. Et qui, en fait, une fois que le bébé est né, se rendent compte que finalement, ce qu'elles ont envie et besoin, ça a un peu changé. Et donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui s'adapte à chacun personnellement en fonction de ce qu'on a besoin et envie. Oui, du coup, de ce qu'on ressent à ce moment-là. Voilà. Donc, est-ce que ça veut dire que pour toi, t'es redevenue plus sympa ? Ton mari t'a dit ça alors que ça allait mieux. Oui, ça allait mieux, mais je suis toujours... je suis une gentille râleuse, on va dire. C'est bien. Mais il aime bien ça, il me cherche tout le temps. Donc,
c'est notre façon de fonctionner. Ouais. Oui, ça s'est pas cristallisé Non. sur quelque chose de Non. pas agréable, quoi, parce que c'est aussi ce qui arrive. On parlait de quelque chose juste avant, mais j'ai oublié. On s'est dit, tiens, faudrait qu'on revienne dessus. Oui. Attends, c'était quoi? Ah, sur l'allaitement, la part Ah oui. de l'autre. Ouais. Parce que des fois, on entend ça, oui, j'ai pas envie de... Et tu vois, moi, quand j'ai allaité, moi, mon mari, très vite, il a su, même avant, tu vois, quand on préparait la naissance, lui, il savait ce que c'était son rôle. Donc, il adore cuisiner aussi, mais il disait, toi, tu nourris notre enfant, moi, je vais te nourrir. Tu vois, il avait aussi vraiment sa fonction. Ouais. C'était évident pour lui. Ça, c'est drôle. Alors, je pense qu'il y en a, voilà, mais pour lui, c'était évident que son rôle, ça allait faire en sorte que moi, j'aille bien. Et en fait... même aujourd'hui, je pense qu'il peut le dire, mais en aucun cas, il s'est senti pas du tout père, ou tu vois, dépossédé, mis de côté dans sa paternité. Pas du tout. Son rôle, c'était pas d'allaiter. C'était pas de prendre un biberon pour faire sympa, regarde, je donne le biberon. Enfin, pour lui, c'était ok, et c'était pas spécialement son rêve de dire... Enfin, c'était pas dans sa représentation de un bébé, c'est que je lui donne à manger. Donc, il changeait les couches, il faisait toutes les autres choses, en fait. Ah, c'est ça. Le bercer pendant des heures pour qu'il s'endorme, voilà. Donc bah, finalement, il faisait beaucoup de choses, en fait. Ouais. Nous, ça a été ça aussi. L'allaitement était évident pour nous deux. Et donc, effectivement, il a fait toute l'intendance autour. Ah oui. Il s'occupait de la maison, de la nourriture. Et puis, son moment à lui particulier avec les bébés, à chaque fois, c'était vraiment les soins, le bain. Ouais. Oui, ça, c'est intéressant, parce que toi, tu avais du coup... Moi, j'avais l'allaitement, et lui, il avait les soins. Le bain. Et c'est vrai que... alors je l'ai laissé pas mal tout seul parce que je me disais, même si j'avais envie d'y aller aussi, mais je me disais c'est son moment, je lui laisse, c'est son moment avec son bébé. Ça aussi c'est intéressant parce qu'aujourd'hui on est capable de le dire, c'est que, je peux pas nommer les recherches mais j'en avais lu pas mal, qui expliquaient que si on veut que les pères puissent plus prendre leur part, il fallait pouvoir laisser les pères seuls avec les enfants. Et ça... je sais pas, que ça soit ton expérience à toi ou même, tu vois, l'expérience des mères que tu vois, des couples que tu vois, est-ce que ça, c'est quand même de plus en plus fait? C'est dur. Ouais, c'est dur. C'est dur. J'ai beaucoup de couples mais ils y reviennent tout seuls, j'ai pas besoin de le dire. Je l'observe, mais j'ai pas besoin de le dire. Il y a beaucoup de couples qui, au début, pour le premier enfant, veulent tout faire tout le temps, en même temps. Ouais. Il faut changer la couche, il faut se réveiller la nuit. C'est une découverte, Voilà. Et puis assez vite, il se rend compte que en fait, c'est fatigant et que c'est peut-être mieux si on se décale. S'il y en a un qui fait et puis l'autre, il fait l'autre partie de la nuit, par exemple, quand c'est possible, évidemment. Et voilà, mais ça se fait naturellement. Ça se fait. Ouais. Et après, je trouve que maintenant, par rapport à il y a quelques années quand même, je trouve que les papas s'investissent beaucoup plus. Est-ce que tu en vois plus, toi, au rendez-vous, par exemple ? Moi, j'ai pas un gros recul en tant que libérale. Oui, mais oui, c'est vrai. À l'hôpital, j'ai fait aussi des séances de préparation de la naissance. Alors, c'était pas tout à fait les mêmes, parce que c'était imposé dans le cadre de l'hôpital, donc c'était pas aussi sympa. Il y avait quasiment jamais de papa. Oui, mais c'était des gros groupes, et du coup, c'est moins bien, je trouve. Et il y avait quasiment jamais de papa. Ouais. Alors que là, en libéral, je fais des petits groupes. Ils sont que 3 au maximum. Et en général, pour les premiers, quasiment à chaque fois, j'ai des papas. Les deuxièmes, moins, parce que côté organisation, faut gérer le premier. Et puis souvent, comme s'ils ont été là pour le premier, ils n'ont pas besoin de refaire. Quoi. Alors pourquoi la femme, elle a besoin de refaire ? Elle n'a pas besoin de la même chose, la femme. Elle va pas forcément refaire les cours théoriques pour savoir à quoi s'attendre, parce qu'elle sait ou elle se rappelle. Donc on va faire autre chose, on va axer justement sur la préparation du mental, du corps. Donc ça veut dire que toi, tu fais des groupes différents quand c'est un premier enfant en fonction de ce que les femmes veulent. Ah, ok. Je mixe, s'il y en a qui veulent revoir de la théorie, par exemple, un deuxième, un troisième enfant. Oui, parce que c'est pas parce que tu as déjà eu un enfant que tu veux pas revoir. Voilà, je peux les mettre avec des femmes qui attendent leur premier. Parce que je trouve quand même ça sympa que ceux qui attendent le premier entendent aussi le récit des autres. Ça permet des fois, même des fois, je dis, est-ce que vous avez des questions ? Et des fois, on me dit, non, pas de questions. Puis il y a une autre maman qui pose une question. Et là, les autres se disent, ah oui, j'avais pas pensé à ça. Donc je trouve que c'est sympa de mixer un peu. Et par contre, je fais aussi des séances que pratiques, où là, on est axé sur la respiration, le corps, et aussi pour que ce soit un moment privilégié pour la femme, qui n'a pas forcément besoin d'aller revoir la théorie, mais qui a besoin de s'occuper d'elle, en fait. Oui, un temps pour elle. Voilà, c'est ça.
Et donc oui, ça veut dire que oui, tu disais que les hommes, tu les vois plus au départ et moins quand c'est des deuxièmes enfants, mais donc t'en vois quand même. Dans la prépa, ouais. Après, par contre, à la maison, ils sont là. Et c'est vrai que maintenant, comme le congé est plus long... tu les vois un peu plus. Ouais. Et très présents, qui participent. Et j'ai l'impression que plus, au fur et à mesure des années. C'est important qu'on ait besoin de voir ça, tu vois, enfin de l'entendre. Ouais. Parce qu'on voit... Tu vois, par exemple, moi, quand les familles, elles viennent sur des enfants un peu plus grands, qui ont 2-3 ans, et des difficultés à réguler les émotions, moi, je vais quand même beaucoup dans l'intime des familles, à parler de... Ok, comment ça se passe à la maison ? Moi, j'ai des situations où finalement, le problème qui se passait, pourquoi il y avait un attachement qui était si fort auprès de la maman et moins auprès du papa, c'était simplement parce qu'il y avait un décalage en fait dans la répartition de la charge qui était énorme, et qu'on sait que l'enfant, il va s'attacher sur le parent qui nous semble le plus solide. Si les deux semblent solides, on va s'attacher différemment à chacun. Mais là, il y avait vraiment un décalage énorme. Et donc, en fait, mine de rien, même si je suis pas du tout, tu vois, dans le après, en fait, on arrive beaucoup dans ces idées de répartition de charge mentale. Et moi, j'en ai pas beaucoup de familles où c'est bien équilibré. Tu vois, parce que je pense qu'ils viennent et qu'il y a... où tu vois même des familles qui me disent « Non, mais on travaille beaucoup. » Et quand je dis bien équilibré, c'est entre eux, mais aussi dans l'équilibre familial, en fait. Tu vois, des enfants qui font 7h30, 8h, et qui vont au périscolaire, et le soir, ils arrivent à 19h à la maison. Enfin, tu vois, des amplitudes qui sont très larges, et en fait, souvent, c'est ça en fait, qui crée déjà un premier problème. Donc moi, tu vois, des familles où à la maison, ça va très bien, j'en vois pas énormément. Ouais. Donc je pense que c'est important d'entendre que ça évolue mieux, quoi. Oui. Puis en même temps, maintenant, comme on met plein de choses en place aussi, justement, pour accompagner les familles au mieux, j'espère quand même que ça porte ses fruits et que grâce à ça, ça va aller mieux. En tout cas, on milite pour. Voilà, c'est ça. On est d'accord. Ok, et pour finir, est-ce que tu peux nous dire un peu, je sais pas, ça peut être peut-être des conseils, mais en même temps souvent on dit les conseils, voilà, donc je sais pas comment on peut l'appeler, mais un retour d'expérience de toi en tant que sage-femme, dans ta maternité, qu'est-ce que ça t'a apporté ? Qu'est-ce que ta maternité t'a apporté sur aujourd'hui ton travail de sage-femme ? Même si tu l'as déjà un peu dit, mais tu vois, si on trouve quelques éléments clés, tu dirais quoi ? Alors moi, je dirais que par rapport aux patientes, ça m'a donné un peu une légitimité sur l'accouchement à proprement parler. Oui. Parce que ça m'est arrivé plusieurs fois, puis surtout en tant que jeune sage-femme, des patientes que je voulais aider, qui me disaient « Oui, mais vous avez des enfants ?» J'entendais bien derrière ce que ça voulait dire, je ne les avais pas vécu. Ouais. Et donc là, à partir de ce moment-là, j'ai pu dire oui. Ouais. Et en plus, ça a été intense. Donc oui, je sais, même si j'en avais pas besoin. Parce qu'en fait, j'ai pas tellement changé ma façon d'accompagner les femmes avant et après avoir accouché moi-même. Par contre, j'ai beaucoup mieux appréhendé la gestion de la douleur après avoir accouché moi-même. Parce qu'avant, ça me faisait pas peur, mais... j'appréhendais un peu plus quand même de voir les femmes souffrir et de me dire... Ah oui, tu veux dire pas spécialement dans les préparations, non, mais à l'accouchement. Ok. Ouais, à l'accouchement, quand c'était très intense, des fois, quand elles avaient du mal à se contenir, je me disais, oulala, comment je vais faire pour les tenir, moi ? Et une fois que moi j'ai accouché et que j'ai vécu ça, en fait, j'étais beaucoup plus sereine moi-même et j'ai pu mieux accompagner les femmes dans les moments où j'ai senti que c'était plus difficile. J'avais plus cette appréhension de me dire comment je vais faire. Oui, parce que c'est intéressant, ce que ça veut dire, malgré l'expérience que tu avais en tant que sage-femme qui accompagne les femmes qui donnent naissance, tu te sentais quand même toujours en difficulté dans ces moments-là. Parce qu'on pourrait imaginer que l'expérience fait que tu as vécu plein de situations comme ça et tu saches dans les moments intenses, je savais ce qu'il fallait faire, mais ce que je ressentais au fond de moi, dans certains cas, et notamment accompagner une femme qui accouchait sans péridurale, avant moi-même d'avoir accouché, j'étais moins à l'aise. Parce que je me disais, jusqu'où ça va aller, comment elle va... Ça doit être horrible, non mais voilà. De ne pas pouvoir imaginer. Et une fois que j'ai eu accouché, j'avais plus cette appréhension-là et je me sentais beaucoup plus à l'aise pour accompagner les femmes sans péridurale. Ok. Donc c'est ça qui a beaucoup changé dans ma pratique. Et donc ça c'était à l'hôpital du coup. Et là en libéral. Et là en libéral, j'ai réappris autre chose. Une naissance. Non, alors c'est la seule chose que j'aimais beaucoup ça. C'est le petit truc qui me manque un peu, mais bon, j'ai trouvé autre chose à côté de très bien. L'accompagnement à la naissance à domicile. Ouais, mais ça c'est hyper prenant.
C'est hyper prenant, ça Non, demande... mais tu vois, c'est une option possible. C'est autre chose. Ouais, Je bon, crois qu'il y en a- on m'a je crois qu'il y déjà en a pas demandé. beaucoup, Hein. en plus ici. Non. Mais après, c'est mal réglementé. Oui, bah c'est tout un... Oui. Voilà, c'est un autre sujet. C'est un sujet, mais oui. Mais par contre, c'est ce que je disais tout à l'heure quand on parlait de l'allaitement, la vision que j'avais qu'une fois que c'était sorti de la mat, c'était bon, ça roulait, c'était facile. Oui, ou peut-être même que si ça roulait pas, c'est que... Est-ce que tu pouvais avoir des pensées comme ça un peu jugeantes en disant oui, mais c'est que le parent, il a du mal faire ou... Ah oui, si ça roule voilà, pas, on se dit, bah en fait, elle est fatiguée, elle en a marre, elle a donné un biberon et paf, ça a ouais. fait capoter l'allaitement. Ouais. Bon, voilà. Si c'est parti, il n'y a pas de raison que ça Est-ce s'arrête. que ça veut dire que en tant que sage-femme, dans les formations, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de choses là-dessus? À l'époque, c'était... Ouais, donc il n'y avait pas beaucoup de choses, donc c'était plus chacun y allait avec son propre... De toute façon, sur l'allaitement, il y a quand même une grosse part qu'on apprend dans la pratique, dans l'accompagnement qu'on fait des femmes. Et vu que pendant 12 ans, je n'ai vu les femmes que pendant 3 jours après l'accouchement, oui, tu voyais j'avais que jours. ça, quoi. Oui. Et donc quand je suis arrivée en libéral, c'est vrai que là je me suis dit c'est un peu différent en fait. L'accompagnement à l'allaitement c'est plus le même. Ouais. Voilà. Et donc ça c'est vrai que ça m'a demandé, heureusement j'ai pu m'appuyer sur mon expérience de maman et en allaité aussi pour pouvoir les aider, et aussi parce que j'ai des collègues qui ont été formés, et puis j'ai plein d'expériences différentes autour de moi qui m'ont donné des clés. Mais c'est vrai que ça a été complètement différent en libéral, de voir à plus long terme. Je me suis dit, en fait, c'est pas si facile que ça. Et tu penses que si tu n'avais pas allaité, ça aurait... Bon, on n'en sait rien, du coup, c'est que des hypothèses, mais tu penses que si tu n'avais pas allaité, tu n'aurais pas eu l'accompagnement que tu ferais serait le même sur l'allaitement? Oui, je pense que ça n'aurait pas tellement changé. Après, non, parce que, imaginons, toi, tu veux allaiter, mais tu as une très mauvaise expérience. Ah oui. Tu vois? Donc ça se passe mal. Non, je pense que ça n'aurait pas joué ça dans ma façon d'accompagner les femmes. C'est ça aussi, c'est pas évident, tu vois, en tant que soignante, dire quand nous on a nos propres expériences de vie, parce qu'on est des humains et qu'on vit plein de choses, de réussir à pas projeter notre propre vécu, mais réussir à rester sur les recommandations, tu vois, de suivre ça, c'est pas toujours simple aussi, de faire la différence. Après, c'est vrai que moi je pars du principe que j'énonce les recommandations, je les explique. Et après, je laisse entendre aussi aux gens qu'ils ont leur propre choix et qu'ils ont leur vécu et leur ressenti, et que si c'est pas en adéquation des fois exactement avec les recommandations, faut aussi s'écouter. C'est important de faire les choses en étant cohérent avec soi-même. Oui, il faut que ça nous convienne. Voilà. Ok. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, même si on s'est dit plein de choses, mais pour clôturer? Ça me paraît pas mal, je pense que je t'ai bien livré. Donc on va donner l'adresse. Non. Merci Tiffany pour ce partage, c'est toujours sympa. Comme Tiffany c'est une collègue, ça me permet de découvrir des choses, même si on discute un peu ensemble, mais ça me permet de découvrir des choses plus précises. Donc c'est un plaisir. Et bien à la prochaine dans cet épisode pour un nouvel épisode. Merci. Avec plaisir, merci à toi.